Côte d'Ivoire. Il ne peut même pas sortir de sa résidence pour prendre ses médicaments. Il est assigné à résidence. Ahmed, tu vas les laisser faire. Tu vas les laisser faire. Ahmed Bakayoko a été touché. Écoutez bien parce que beaucoup ne comprennent pas l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Il faut comprendre tout ça là pour savoir ce qui est en train de se passer en ce moment. Pour savoir que ce régime-là court à sa perte. Oui, j'étais là-bas. Maïcha, toi par contre, toi, tu étais là-bas. Toi par contre, je vais te... Mais non, là-bas, là, il fallait mettre un tiret entre là et bas. Donc, je suis obligé de te muter. Maïcha, je ne vais pas donner de cours. Donc, vous qui faites des fautes, je serai obligé de vous muter. Si vous ne faites pas de fautes, par contre, je vous laisse commenter. Voilà. Ah non, je parle des moutons, hein, les moutons qui font... Sinon, mes frères de l'opposition, vous pouvez écrire ça, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Et donc... Ahmed Bakayoko se lève, il prend quelques éléments et puis il va devant la résidence du président Bédié. Et il demande aux militaires, aux policiers qui sont là, de dégager, non, libérer, enlever ce blocus-là. Et donc, ils ont levé le camp. C'est comme ça que Bédié était libre. Le président Henri Konan Bédié était libre, paix à son âme. Et ça, là, Ouattara n'a pas apprécié. Et qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo demandait en 2020? Le président Laurent Gbagbo a dit, je dis non, je soutiens ceux qui combattent le troisième mandat. Souvenez-vous, quand il était interrogé, il était interviewé par Denise Hipoté, la journaliste de TV5 Monde, là. Il a dit ça au sujet du troisième mandat. Il a dit, je soutiens ceux qui luttent, qui combattent le troisième mandat. Mais il n'était pas d'accord avec le CNT. Lui, il a estimé que ce n'était pas à l'opposition de mettre en place un conseil national de transition. Ça veut dire un gouvernement, de mettre en place un gouvernement de transition. Sur quelle base? Sur quelle base? Voilà. Donc, c'était ça le problème. Donc, Gbagbo Laurent, il voulait que l'action de l'opposition en 2020 soit toujours conforme à une démarche légale, à une démarche constitutionnelle. Donc, pour Gbagbo Laurent, en 2020, l'opposition pouvait demander au Premier ministre qui à l'époque était Ahmed Bakayoko, de gérer la transition. Ça allait d'une certaine façon même fracturer même le camp Alassane Dramane Ouattara. Ça allait fracturer les camps parce que le président Gbagbo, lui, il avait de bons rapports avec Ambak. Et il savait que Ouattara, il savait que Ahmed Bakayoko était dans l'œil du cyclone. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Et Gbagbo n'avait pas tort. Parce que quand Ouattara, il a fini de faire ce truc, il a fait son passage en force du troisième mandat, des mois plus tard, précisément je crois en mars 2021, c'est là que Ahmed Bakayoko est mort. C'est là que Ahmed Bakayoko est mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai en train de dire. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, pour Gbagbo Laurent, ça a été une erreur de mettre en place un CNT comme ça, et puis bon voilà, de faire les choses sans fondement constitutionnel. Ça là, ça les dérangeait. Donc Gbagbo Laurent, là, je vous explique encore que lui là, en toute chose, c'est la procédure. Gbagbo Laurent, c'est la procédure. Et aujourd'hui, il est plus que jamais expert en la matière. Parce que son procès à la Cour pénale internationale là, a fait que il maîtrise aujourd'hui. C'est-à-dire que il est tellement aguerri qu'aujourd'hui, il est prêt, il a compris qu'en réalité, respecter les procédures républicaines font que, en aucun cas, tu ne pourras, Gbagbo vaut rien. Mais il faut mettre un point à la fin. Oh, tu n'as pas mis point. Et comment il s'appelle là? Tramassa. Donc, attends, je vais te muter. Je crois qu'il a invité même quelqu'un comme ça, même sans m'en rendre compte. Donc, Gbagbo aura vu ce qui s'est passé à la Cour pénale internationale. Il sait qu'un homme politique, pour toi-même ta sécurité, il y a deux choses. Il faut respecter la loi, il faut respecter aussi les procédures. Parce qu'on peut utiliser les vices de procédure pour demain t'inculper. Voilà pourquoi tout ce qu'il est en train de faire là, c'est procédural. Il veut protester, il veut manifester, il veut dire non, il est contre le quatrième mandat. Il demande à ses militants d'aller déposer une motion de censure, une motion de protestation dans les préfectures. Il demande à ses militants de le faire. D'autres disent, mais attends,
Pourquoi? Il n'a qu'à lancer le mot d'ordre là. Eh, Gbagbo Laurent là, c'est comme ça. Quand il fait ça là, il respecte la loi. Tout le monde est informé. J'ai expliqué ça ici. Il n'y a pas revenir encore tout ça. Parce qu'il faudrait qu'on avance. Ça fait un. Vous voyez un peu. Hein? De deux, il envoie le président exécutif du PPACI aller rencontrer maintenant le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ce n'est pas le ministre de l'Intérieur? Ce n'est pas lui le ministre de l'Intérieur qui a demandé au préfet de ne pas recevoir les motions de protestation? Est-ce que ce n'est pas Vagondo qui a envoyé ce courrier-là au préfet? Parce que les préfets sont sous tutelle du ministre de l'Intérieur. Oui, Vagondo leur a envoyé des notifications en leur disant ne recevez pas, ne recevez pas les délégations du PPACI qui viendront déposer des motions de protestation. Il a dit ça, non? Jusqu'à maintenant, il y a d'autres préfets même qui ont refusé effectivement de recevoir ces courriers-là, ces motions de protestation contre le quatrième mandat. Mais au final, ce même Vagondo-là, c'est la direction du PPACI même qui se rend chez lui, qui se rend chez Vagondo. Bon, tu as refusé que nos fédéraux aillent déposer des motions de protestation dans les préfectures et sous-préfectures. Bon, maintenant, là, la direction du PPACI est chez toi. Maintenant, toi, tu dis quoi? Vous avez vu Vagondo qui faisait accolade au ministre Dano Djedje. Le même Vagondo qui refusait à ses préfets de recevoir les motions de protestation, il reçoit à son bureau ceux mêmes qui sont à la tête de ces motions de protestation-là. Ceux mêmes qui sont les cerveaux de ces motions de protestation-là. Vagondo les reçoit et il leur fait des accolades. Vagondo a reçu le message. On lui a dit, écoute, si tu ne veux pas finir tes derniers jours en prison et dans une prison internationale où tu seras totalement détaché de ta famille, très loin, parce que c'est sûr que ce régime-là, tôt ou tard, ils vont payer. On sait comment les patrons tes patrons fonctionnent. On sait comment les patrons de toi, ton patron Ouattara, là, ils fonctionnent. Eux, là, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ça veut dire qu'entre eux, ils sont amis. C'est vous, là, qui allez vous retrouver en cabane. Oh non, tu n'as rien compris, Riak. C'est pas ça. C'est pas ça, Riak. Je suis en train de te dire que... Et en plus, tu n'as même pas mis un point. Donc, attends, je vais te muter. Voilà, donc, fallait... Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Normalement, vous devez... C'est comme si je donne des cours. Là encore, vous devez me payer. Voilà pourquoi, en lieu et place du salaire, je préfère vous muter les moutons du RHDP. Mais on poursuit. Donc, vous voyez un peu. Donc, Vagondo, aujourd'hui, il est timoré. Vagondo, aujourd'hui, là, il est là. Et puis, il a peur. Il s'est calmé un peu. Voilà pourquoi. Comme ils savent que Vagondo, aujourd'hui, est un peu timoré. Pas qu'il ne va pas agir, hein. Mais c'est que Dano Djedje allait lui dire, là, ça fait que dans sa tête, là, il réfléchit. Il dit, il sait qu'il y a un truc. Il sait que ce qui va se passer là. Il va juste défendre un pouvoir. Demain là, on peut l'enlever à son poste de ministre. Et puis il va se retrouver dans la merde. Sorogum, il est où aujourd'hui? Sorogum est où aujourd'hui? Donc Vagondo sait qu'il peut subir le même sort. On l'utilise comme un tapis sur lequel on essuie les pieds. Et après, paf, on peut le jeter. Donc il s'est calmé un peu. Et qui va prendre la relève? C'est maintenant. C'est maintenant. Je les mute pour ne pas qu'ils commentent. Mais ils sont là, ils peuvent écouter. Ils ne les bloquent pas. C'est maintenant le barman. Comment il s'appelle là? Le barman Brahma Oumar. Brahma Oumar. Le soi-disant procureur. Un nulard. Mais un nulard, pas possible. C'est quelqu'un qui fait honte à la Côte d'Ivoire. C'est le Brahma Oumar maintenant qui va prendre la relève. Voilà pourquoi il fait du zèle. C'est quand Vagondo a commencé à être timoré là. C'est là que lui sort. Il dit bon, maintenant là même là, vous partez, vous commentez, on peut vous mettre en prison, tout ça là. Écoutez-moi, je vais vous dire ce qui se passe. En réalité, c'est simple. Il dit les cartes, ils ont épuisé toutes les cartes. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à l'opposition? Ils ont gelé les avoirs, ils ont emprisonné, ils ont tout fait. Mais l'opposition là, elle est là. L'opposition, elle est là. Et ils savent que
Ce qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est déjà les civils. C'est déjà les civils qui sortent comme ça à manifester les menus. Ça là, maintenant que Gbagbo Laurent est en Côte d'Ivoire, là, ils ne peuvent plus faire ça. Ils ne peuvent plus faire ça parce que Gbagbo Laurent, c'est pas Bédier. Gbagbo Laurent, lui, n'a pas été... Gbagbo Laurent, en 2020, là, il n'était pas là. Mais lui, il revient de la Cour pénale internationale, où on dit qu'il a déjà des civils. Il a été jugé et acquitté définitivement. Il a prouvé que lui, là, il n'a pas donné l'ordre de déjà des civils. Il a prouvé ça. Et aujourd'hui, là, on n'est pas dans une situation où l'opposition a une armée. En 2020, Ouattara avait une armée. Donc, à la limite même, c'était une guerre. Il y avait des affrontements militaires. Mais aujourd'hui, ceux qui ont une armée, là, il y a une seule armée. On suppose, on estime qu'il y a une seule armée en Côte d'Ivoire. C'est l'armée républicaine. Et c'est ce message-là qu'ils sont allés passer aussi à Wagondo. Il y a une armée républicaine, supposée être républicaine, et il y a une police qui est supposée être républicaine. Voilà pourquoi les gens lui ont rappelé. Voilà, les gens lui ont rappelé que, mais Wagondo, tu es le ministre de l'Intérieur, la police là. Si elle commet des exactions demain là, ça va se retourner contre toi, hein, parce que c'est toi le ministre de l'Intérieur. Ah ben oui, c'est toi le ministre de l'Intérieur, donc tu vas répondre. Ah ben oui. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'ils sont en train de dire. Donc, attendez, donc c'est ça. Et en 2020, par contre, il y avait des affrontements entre l'armée de Côte d'Ivoire et la rébellion. Je ne sais pas si vous voyez un peu, il y avait des affrontements entre l'armée de Côte d'Ivoire et la rébellion. C'est d'ailleurs ce qui rend difficile aujourd'hui les choses pour ce pouvoir-là. C'est ce qui fait que les choses aujourd'hui sont compliquées pour eux parce que Gbagbo Laurent n'a pas choisi, mon cher, nos camarades sont rentrés chez eux. Non, attends seulement. Non, effectivement, j'ai reçu une information, mais je suis en train de donner un peu les trucs pour que les gens comprennent. Donc, leur problème aujourd'hui, là, le problème de Ouattara, c'est lequel? Je vais vous dire, son problème, c'est lequel? Son problème, c'est qu'il a en face de lui. Oui, en 2010, il y avait un affrontement entre l'armée républicaine et la rébellion. Je ne sais pas si vous voyez un peu, entre l'armée républicaine et la rébellion. Et donc, quand ça se passe, on dit, bon, il y a des civils qui ont perdu la vie et autres. On veut savoir qui est le coupable, qui est le responsable. Est-ce que vous voyez un peu? Gbagbo Laurent se retrouve à la Cour pénale internationale, il est jugé. Sauf que Gbagbo Laurent est acquitté. Et aujourd'hui, là, nous sommes en 2025. Mais il y a une seule armée qui est supposée être l'armée républicaine qui doit protéger et défendre tous les Ivoiriens. L'opposition n'a pas d'armée. Et Gbagbo Laurent revient de la Cour pénale internationale. Gbagbo Laurent revient de la Cour pénale internationale. Il n'a pas d'armée. Il fait tout ce qu'il a fait dans la transparence. Et ça fait que c'est compliqué. Ça leur complique la tâche parce que ce qu'eux, ils auraient souhaité là, c'est ce que les gens ne savent pas. Parce que je vois quelques personnes qui viennent là. Non, prenons les armes. On va attaquer, prenons les armes. Vous n'avez pas compris, les gars. Vous n'avez pas compris. Prendre les armes là, ça arrange Ouattara. Si on prend les armes, si l'opposition décide de prendre les armes, Ouattara, ça l'arrange. Parce que quand quelqu'un prend une arme, toi là, tu es supposé appliquer ce qu'on appelle la légitime défense. Donc tu as le droit aussi de prendre des armes pour répliquer. Et est-ce que vous là, vous êtes plus armé que ce pouvoir là? Ce pouvoir qui a passé son temps à acheter des armes, qui a des armes partout en quantité, est-ce que l'opposition a plus de moyens que ce pouvoir là, qui ne fait que pomper dans les caisses de l'État pour pouvoir armer sa milice? Donc voilà pourquoi le chemin des armes là, c'est un faux chemin. Est-ce qu'on se comprend? Prendre des armes là, ce n'est pas la solution. La solution là, c'est que le peuple s'élève. Et c'est sur ça que Gbagbo Laurent a commencé à travailler depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui où Ouattara ne peut pas accuser Gbagbo Laurent de fomenter un coup d'État. En 2020, on a vu des gens qui ont été accusés. 2019, on a vu des gens qui ont été accusés de fomenter un coup d'État. Mais il ne peut pas accuser Gbagbo Laurent de fomenter un coup d'État. Parce qu'il sait que ça, là, c'est pas un truc de Gbagbo Laurent. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il sait que, excusez-moi, hein.
Excusez-moi, c'était ma petite princesse. Voilà. Les moutons d'ado, vous voyez, nous là, on élève enfant, donc comme vous êtes des moutons, on peut vous élever aussi. Voilà, mais sauf que vous, les moutons, normalement, c'est de la bergerie. Donc, je vais chercher un enclos. Tous les moutons d'ado, je vais mettre un enclos chez moi et puis on va vous mettre là-bas maintenant. Voilà. Donc, je poursuis. Donc, c'est ça le problème. Ils ne peuvent pas accuser le président Laurent Gbagbo de vouloir fomenter un coup d'État. Donc, ça les fatigue. Ils ne peuvent pas aussi créer une situation conflictuelle. Pour dire non, voilà, ils ont des armes, donc on doit faire. Donc, ça les fatigue. Et ils sont obligés de subir le rythme de Gbagbo Laurent. Ils sont obligés de subir le rythme de Gbagbo Laurent. Et mais lui, là, il n'a qu'à passer maintenant, il n'a qu'à passer. Et Gbagbo Laurent prend son temps. Hein. Sauf que, oh, viens là. Et les gars, n'ayez pas de problème avec Gbagbo. Il dit, Ouattara, les générations là, nous on est chanceux. Hein. Sérieusement, nous on est chanceux. Si tu es un adversaire comme Gbagbo Laurent, tu ne vas pas pouvoir dormir. Je ne sais pas si vous savez à quel point, regardez Ouattara. Je ne sais pas si vous savez à quel point Ouattara actuellement là, il souffre. Il va aller pas à pas. Et donc, il a acheté des armes pour l'armée, il a acheté les trucs, tout ça là, mais ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Parce que ce qui s'est passé en 2020, où il y a eu la désobéissance civile, où ils ont déjà des civils là. Ça ne peut pas se passer en 2025. Hein. Ça ne peut pas se passer en 2025. Parce qu'on a un Gbagbo Laurent qui, lui, là, il a été conduit à la Cour pénale internationale, soi-disant parce qu'il aurait déjà des civils. Donc, il est revenu. Il est revenu et il a la grosse, la décision de justice qui est là, qui est avec lui. Donc, ça fait que tout ça, ça les perturbe. Regardez l'ONU même. Regardez, quand je vais revenir sur l'ONU, d'autres vont dire, vous là, vous aimez tout. Mais tout ça, là, ça fait partie de la politique. L'ONU, aujourd'hui, est obligé, non seulement, en plus du fait que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soit l'ami du président Laurent Gbagbo, il y a aussi que sur la question de la Côte d'Ivoire, l'ONU n'a plus de mots à dire. L'ONU ne peut plus rien dire parce qu'elle a soutenu Ouattara en 2010. Gbagbo était conduit à la Cour pénale internationale, il était jugé dans la transparence et il était acquitté. Bon, en 2025, l'ONU va venir dire quoi si Gbagbo Laurent. Il ne peut plus rien dire sur lui. La seule personne qui doit rendre des comptes à l'ONU demain, s'il y a un truc en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc, Ouattara, son problème aujourd'hui, on va avancer. Le problème de Ouattara aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les Ivoiriens sortent dans la rue. Je n'ai pas dit, écoutez bien, hein, le problème de Ouattara aujourd'hui, là, c'est que les Ivoiriens sortent dans la rue. Et je vais vous dire quel est le véritable enjeu. Enfin, en réalité, ce qu'il y a de réel en termes d'action que l'opposition doit mener. L'opposition, là, qu'est-ce qu'elle doit faire pour chasser ce pouvoir-là? L'opposition ne doit même pas forcer. Il n'est même pas question de marcher comme on a vu au Népal et autres là. Voilà, c'est-à-dire aller chez les ministres, aller chez le président, gâter des trucs, tout ça. L'opposition n'a pas besoin de tout ça. Le dossier de la Côte d'Ivoire, là, il est particulier, il est vraiment spécial. Et c'est pour ça ce pouvoir-là passe son temps à intimider. Parce qu'ils ont une seule crainte. Leur crainte, ce n'est pas que les Ivoiriens envahissent le palais présidentiel. Non. Parce que ça serait difficile comme ça de mobiliser les Ivoiriens et leur demander d'aller assiéger le palais présidentiel et de chasser Ouattara. Mais leur véritable crainte là, c'est qu'on sache que Alassane Dramane Ouattara est minoritaire, c'est tout. Et comment savoir qu'est-ce qui va se passer pour que l'opinion nationale et internationale sache qu'Alassane Dramane Ouattara est minoritaire? Vous avez vu, c'est ce qui s'est passé le samedi 9 août, où on a vu plus de 500 000 personnes dans les rues. Où on avait plus de 500 000 personnes dans les rues. Donc ça là, c'était juste un test. Donc le 4 août là, ce qu'on demande aux Ivoiriens pour avancer, ce n'est pas, n'ayez pas peur. On ne vous demandera pas d'aller assiéger le palais présidentiel. On va vous demander simplement de sortir partout en Côte d'Ivoire. On veut juste avoir ces éléments-là. On veut juste avoir ces images où les Ivoiriens sont partout en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont envahir les rues de la Côte d'Ivoire. D'Abidjan à Yamoussoukro, à
à Gagnoa, à Daloa, à Issia, à Lakota, à Bonoa, à Boissou, à Bangourou, toutes les villes de la Côte d'Ivoire, en tout cas même au nord, Korogo, ainsi de suite. Mais ce qu'on veut voir, c'est des Ivoiriens qui sont dans les rues et qui disent non au 4e mandat. On veut que la Côte d'Ivoire soit en ébullition, c'est le mot. On veut que la Côte d'Ivoire soit en ébullition ce samedi 4 août. Et nous, là, on a besoin. Nous, là, on fait notre travail aussi dans la diaspora. Mais ces images-là, elles seront partout dans le monde. Et il y avait 500 000 personnes le samedi 9 août 2000, au meeting du samedi 9 août, à la marche du samedi 9 août 2025. Cette fois-ci, il en aura le triple dans les rues d'Abidjan. Il y aura plus d'1 million de personnes dans les rues d'Abidjan. Plus d'1 million de personnes. Et je reviens sur l'appel de Ouattara. C'est justement de ça qu'il a peur. Et c'est parce que Ouattara sait ça que Gbagbo Laurent, pour le chasser, là, il n'a pas besoin de demander aux Ivoiriens d'aller assiéger le palais présidentiel. Mais il faut juste leur demander de sortir massivement. Et donc, il appelle le président Laurent Gbagbo parce qu'il ne veut pas que Gbagbo parle aux Ivoiriens. Il ne veut pas que Gbagbo, il dit quoi, vos Dagbashi sur TikTok, vos Dagbashi. Normalement, Dagbashi, si tu mets vos Dagbashi derrière, il fallait commencer par une lettre majuscule. Je dis, je n'aime pas les... Vous voyez un peu, on va venir vous enseigner, on lutte pour vous, vous vivez dans les quartiers précaires, vous vivez dans la misère, en attendant, nous sommes en train de lutter pour vous. Et puis, bon, voilà, on va vous enseigner encore. Les gars, c'est trop. La Côte d'Ivoire, c'est 30 millions d'habitants. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. À la fin de la phrase commence même pas par une lettre majuscule, mon frère. Si tu es mouton d'ado, vraiment faire l'effort d'écrire correctement. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Donc, si vous ne pouvez pas le faire, je serai obligé de vous muter. Pas bloquer, mais muter. Au moins, vous allez écouter ce que je dis. Donc, la crainte, là, la phobie de Ouattara, là, c'est que les Ivoiriens sortent massivement dans les rues. Ouattara sait que Gbagbo Laurent ne va pas demander aux gens comme ça d'aller les chasser du palais présidentiel. Il sait que Gbagbo Laurent ne va pas faire ça. Est-ce que vous entendez le président Laurent Gbagbo parler? Mais le meeting du 4, là, ça sera le signe annonciateur. Le signe annonciateur de la fin d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand ses parents vont voir des millions d'Ivoiriens dans les rues de Côte d'Ivoire, d'Abidjan et de Côte d'Ivoire, on se connaît dans le pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc, il faut lutter pour vos frères. On se connaît dans le pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc, bon, toi au moins, ça va, tu as écrit, hein, tu as bien écrit. J'estime que peut-être il y avait plus de place, donc peut-être n'a pas pu terminer. Mais donc, il fallait débuter par une lettre majuscule, comme ils appellent, Karamoko. Donc, je vais te muter. Voilà, je te mute. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça la phobie, c'est ça la peur de Ouattara. Il sait que si Gbagbo Laurent lui-même, en plus de la mobilisation qui est déjà de taille, si Gbagbo Laurent lui-même sort et parle aux Ivoiriens, mais ça sera explosif le 4 octobre. Donc, pour museler Gbagbo Laurent, pour l'empêcher de parler, et il a commis cette erreur-là, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être les frères, peut-être les sœurs, peut-être chers Ivoiriens, Gbagbo Laurent va parler avant le 4. Parce que Ouattara l'a appelé le week-end. Laurent, je suis informé. Je sais ce que tu prépares. Tu prépares une insurrection. Mais je te préviens, si jamais il y a le désordre, je vais t'arrêter et te jeter en prison. Et il raccroche. Il menace le président Gbagbo. Ah! Il menace le président Gbagbo. Parce que quand les Ivoiriens vont sortir dans les rues par millions, mais vous savez ce qui va se passer? Ces parrains-là, les parrains de Ouattara, là, et ils ont peur. Voilà, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur que les intérêts soient en danger. Parce que quand les gens sortent dans les rues, là, j'ai toujours dit ça ici, j'ai dit, il y a différentes catégories de manifestants. Il y a les manifestants politiques, c'est vous les militants. Là. Les manifestants politiques, ce sont les militants du PDCI, du PPACI, du FPI, de l'URD, de tous les partis politiques de l'opposition significative, la vraie opposition. Voilà, donc ça, ce sont des manifestants politiques
qui seront dans les rues le samedi 4. Mais il y a également des victimes de ce pouvoir-là. Des gens qui ont subi, par exemple, ceux qui ont vu leur maison démolie, détruite par ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, qui n'ont plus de toit. D'autres qui se trouvent, par exemple, qui se retrouvent à vivre chez leurs frères, chez leurs cousins, ainsi de suite. Tous ceux-là, ce sont les manifestants. Ils ne sont pas forcément membres d'un parti politique. Mais ce sont les manifestants, des gens qui vont sortir parce que c'est des personnes qui ne se retrouvent plus. Il y a les aigris. Il y a ceux qui subissent aujourd'hui, qui connaissent ce qu'on appelle l'échec social. Ça, c'est une autre catégorie des manifestants aussi. Des gens qui passent concours, ça ne marche pas. Des gens qui font leurs trucs, ça ne marche pas. Des gens qui veulent des marchés et puis on les bloque. Donc, ils connaissent un échec dans leurs activités entrepreneuriales et dans leurs intentions aussi d'accéder peut-être à la fonction publique. Ça, c'est une autre catégorie des manifestants. Tous ceux-là seront dans les rues. Et la quatrième catégorie, et c'est la plus dangereuse, il y a des personnes qui sont, enfin, on va les appeler les victimes de la société, des personnes là comment les gars même les appelaient, le pouvoir en place les appelait les enfants en conflit avec la loi, les personnes qui sont en conflit avec la loi, des délinquants, des trucs, tous ceux-là, c'est des gens qui vont sortir aussi le 4. Pas pour manifester, mais ils feront partie de ce bloc-là d'Ivoiriens qui sera là. Mais eux, leur objectif, ça sera d'aller piller, casser, voler, ainsi de suite. Et ils ne vont pas piller les pauvres. Quand il y a du monde comme ça dans les rues, là, on sait quels sont les trucs qui sont ciblés. C'est les centres commerciaux, c'est des banques, c'est des trucs, tout et tout. Et ça, là, ces genres de trucs-là, c'est ce qui est en réalité les stations et autres. Total, là, ça appartient à qui? Ça appartient à la France. Hein? La plupart des banques en Côte d'Ivoire appartiennent à la France. La plupart des banques, Carrefour, ça appartient à qui? Ça appartient à la France. Vous pensez que quand les gens seront dans les rues, là, les petits voyous, là, vous pensez que c'est quoi ils vont cibler? C'est les coins comme ça qu'ils vont cibler. Et ça fait partie des intérêts de la France. Et au-delà de ça même, il y a d'autres éléments encore que je ne vais pas pouvoir peut-être dire ici. Mais ils savent et ils lui ont dit. Voilà pourquoi, quand il a dit, quand ils ont fait leur congrès, je crois le 21, du 21 au 23 juin, là, le congrès du RHDP, où les gars, les militants ont demandé, en guillemets, les militants du RHDP ont demandé à Ouattara d'être candidat. Il est allé au stade, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, je vais mûrement réfléchir. Il est venu en France. Habituellement, quand Ouattara vient en France, là, c'est vérifiable hein, ce que je suis en train de dire. Écoutez bien, habituellement, quand Ouattara vient en France, là, mais c'est déjeuner à l'Élysée, lui avec sa chérie Dominique Ouattara, et puis le président Emmanuel Macron avec sa chérie Brigitte, ils se rencontrent à 4, ils mangent, ils déjeunent, ils discutent, voilà, ils parlent. Et puis bon, tu sais, Alassane, voilà. Mais cette fois-ci, là, c'était un tête-à-tête. C'était un tête-à-tête. Parce qu'en réalité, Macron, il n'était pas trop chaud. Macron n'était pas chaud même pour que vraiment il soit candidat. Vous avez vu comment Macron était content en 2020 où Ouattara a dit qu'il ne sera pas candidat. Il a humilié même le gars. Donc cette fois-ci-là, comme Macron sait que c'est Dominique Ouattara qui manipule en réalité, qui détient le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, c'est elle qui manipule Ouattara, c'est elle qui lui met la pression. Il lui a dit, ton épouse, qu'elle reste là-bas, on se verra à deux. Tête à tête. Tête à tête, Ouattara-Macron. Et il lui a dit les choses clairement. Vas-y, sois candidat. Mais nous, on a pris la peine d'étudier les facteurs risques de ta candidature. On sait que ça risque de très mal se passer si tu t'entêtes à être candidat. Ça risque de très mal se passer. On te conseille de faire ça. L'Élysée a toujours conseillé à Ouattara, c'était ça leur proposition, de faire une alliance avec le PDCI. C'est ce que l'Élysée avait conseillé à Ouattara, de faire une alliance avec Tidjane Thiam. C'est pas caché, hein, je ne le dis pas, voilà. Ce que je te dis là, je peux vous sortir même, voilà. Mais il a refusé, Ouattara a refusé. Ouattara a refusé. Donc, ils lui ont dit, ok, vas-y, si tu peux, si tu estimes que tu peux être le maître de la situation, tu peux contenir toute velléité des revendications, des révoltes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par contre, si ça dérape, si ça capote, ah, ben en ce moment-là, les choses risquent d'aller un peu très vite. Hein. Et donc, il sait